Et puis ça vous crée bon, je ne sais pas si c'est un complexe d'infériorité, j'espère pas, parce que je pense que ça ne doit pas être le cas, mais avec des étudiants qui ont réussi médecine et que vous regardez ad vitam aeternam comme étant des supérieurs ou des gens qui ont réussi là où vous avez échoué. Et ça, je pense que c'est un vrai problème à résoudre. Ouais, je suis d'accord, c'est un vrai problème et c'est aussi pour ça que j'ai démarré ce podcast. Mais après, moi, je suis une repentie parce que moi, je venais pour médecine aussi de base, je connaissais pas du tout pharma. Bonjour à tous et bienvenue sur le journal du pharmacien. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Vincent Lisowski, qui est doyen de la fac de Montpellier. Bonjour monsieur le doyen, comment allez-vous? Très bien, merci, bonjour à tous. Merci de me recevoir aujourd'hui, ça me fait plaisir d'être à Montpellier. Écoutez, bienvenue, d'autant que vous venez dans le cadre d'une présentation à nos étudiants des métiers de la pharmacie, donc c'est toujours important pour nous de promouvoir ces métiers parce que nos étudiants et puis les lycéens en ont besoin. Oui, c'est vrai, surtout aujourd'hui dans ce contexte-là comme on a vu, les 1100 places vacantes au national. D'ailleurs, vous êtes impacté sur Montpellier Alors sur Montpellier, nous sommes impactés dans une moindre mesure que certaines UFR qui sont jusqu'à 60% de sous-recrutement, mais nous, on a un petit, entre 15 et 20% de sous-recrutement, ce qui est moindre que la moyenne nationale, mais qui est de toute façon problématique à l'échelle de l'Occitanie-Est. En témoignent mes discussions avec les directeurs de l'ARS qui témoignent de problèmes de grosses tensions de recrutement dans tous les domaines de la pharmacie. Oui, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris avec le Tour de France, c'est que les problèmes de recrutement ne sont pas qu'en officine. Qu'il y a aussi la tension sur l'hôpital, si l'hôpital je le savais, mais industrie, quoi, ça c'est une découverte. Mais en fait, pas plus tard qu'hier dans mon bureau, j'avais un représentant de Sanofi Montpellier qui venait pour en discuter, puisque nous avons un partenariat privilégié avec eux. Et clairement, ils sont en déficit de recrutement, et le LEM le confirme au niveau des pharmaciens dans le domaine de l'industrie, pour exemple dans le domaine réglementaire ou de libération des lots des biothérapies. Ils sont en grande difficulté parce que dans l'incapacité de trouver des pharmaciens diplômés. Mais surtout que pour libérer des lots, on est obligé d'avoir un pharmacien, donc c'est assez problématique, quoi. Tout à fait, et puis c'est avec des compétences particulières liées aux biothérapies. Donc oui, dans l'industrie, il y a un déficit, à l'officine, on en est certain, tous les jours des articles sortent en ce sens, y compris en Occitanie. Et puis la biologie médicale a des problèmes de recrutement au-delà des grèves actuelles. Et derrière, vous avez aussi le pan hospitalier, CHU, mais également CH régionaux ou même les cliniques privées qui sont en difficulté. Oui. Au niveau de la biologie, j'ai vu qu'il y a une réforme qui se prévoit avec ils veulent homogénéiser les tarifs. Il me semble que dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, là actuellement discuté au niveau du Parlement, effectivement, il y avait une proposition de faire une économie, je crois, de 250 millions d'euros. Et c'est pourquoi, je crois, aujourd'hui, ce 15 novembre 2022, nous avons une grève nationale des biologistes pour témoigner de leur frustration, pour ne pas dire plus, face à cette économie. Contre laquelle ils souhaitent lutter. Oui, parce que j'avais entendu une interview où ils expliquaient que ce n'était pas soutenable en fait de réduire les tarifs des actes de biologie, que ce n'était pas un modèle qui était soutenable, quoi. Oui, mais de la même façon qu'un autre article prévoyait effectivement que les médicaments puissent faire appel à un marché avec un producteur et un fournisseur unique, ce qui est très dangereux. L'article 30 qui a été retiré, me semble-t-il, entre-temps. D'accord. Et vous avez combien d'étudiants par promo à peu près? Alors, sur le campus de pharmacie, on a plus de 15 formations, mais pour parler du diplôme d'état de docteur en pharmacie, nous avons, hors première année bien sûr, nous avons théoriquement une capacité d'accueil de entre 200 et 220 étudiants. Ah oui, donc vous êtes parmi les plus grosses facs de France? Oui, enfin, on fait partie des grosses comme Marseille, Lyon, Lille. On est un peu comparable à Lille, qui je crois a 10 ou 20 étudiants en plus. Oui. Et la répartition par filière, c'est quoi à peu près? Alors, bonne question. Est-ce que le doyen va savoir répondre? Globalement, sur ces 210 étudiants, on a à peu près la moitié qui se dirige vers l'officine. Donc, après une chute des effectifs se dirigeant vers l'officine, on assiste quand même à un léger rebond, une stabilisation quand même, ce qui est plutôt rassurant. Ensuite, on a une soixantaine d'étudiants qui souhaiteraient faire l'internat, une soixantaine également qui souhaiteraient faire l'industrie. Donc on est quasiment arrivé aux 220 et on a entre 5 et 10 étudiants qui s'engagent dans une filière spécifique recherche que nous avons sur Montpellier. D'accord. Voilà. Ok. Vous avez une industrie qui est développée sur Montpellier ou...
Alors, pas autant qu'à Paris, etc., ou Lyon, mais on a, comme je l'ai évoqué, un partenaire quand même important qui est Sanofi Montpellier, donc qui contribue à l'accueil de nos étudiants à tout niveau et également qui participe activement à nos formations, quelles qu'elles soient. Et puis on a la Force de Montpellier, d'ailleurs la métropole de Montpellier et son maire, Michael Delafosse, souhaite développer ce qu'on appelle Med Valley, à l'image de la Silicon Valley. Donc Med Valley, ce sera un consortium d'entreprises. Et on a une pépinière de petites start-up et de biotech dans le domaine de la médicale et pharmaceutique et des biothérapies qui est très très fournie et on souhaite le structurer pour en faire bénéficier notamment les étudiants. Oui. Ah oui, donc intéressant. Ça veut dire que les étudiants, s'ils veulent, ils peuvent rester après ici, ils ne sont pas obligés de partir forcément. Tout à fait. Les étudiants peuvent rester, trouver des stages, même si on leur dit que bouger c'est bien aussi. Les gens du Sud ont parfois du mal à bouger et à passer la ligne de Valence. Mais voilà, il faut savoir revenir dans les territoires parce qu'on a des problèmes dans les territoires et une des solutions, c'est que les gens qui viennent des territoires retournent dans leur territoire à l'issue de leurs études pour aller exercer en officine ou dans les laboratoires ou les hôpitaux parce qu'on a une tension là qu'il va falloir résoudre. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours ? Alors mon parcours universitaire, moi il est simple. Je suis diplômé de pharmacie à la faculté de pharmacie de Caen. Études durant lesquelles j'ai fait également, à l'époque ça s'appelait un DEA, donc maintenant l'équivalent c'est un Master 2. Alors moi j'ai une formation plutôt de pharmaco-chimiste, donc je suis chimiste spécialisé dans le domaine de la chimie du médicament. Et donc ce DEA m'a permis de faire un doctorat à Caen, dans le domaine de la pharmaco-chimie, dans le domaine de développement de nouveaux anticancéreux. Et à l'issue de ce doctorat, j'ai eu l'opportunité en tant que pharmacien de faire les concours et d'être recruté comme maître de conférence en 2003 à la faculté de pharmacie de Montpellier que je ne connaissais pas. Donc voilà, j'ai progressé à Montpellier et me voilà arrivé dans ce bureau. Donc vous étiez maître de conférence en chimie du coup ? En chimie thérapeutique pour le coup. D'accord. Vous êtes toujours prof ? C'est ma discipline, je suis professeur de chimie thérapeutique et je continue à enseigner, un petit peu moins, mais je continue à enseigner quand même parce que c'est ce qui me plaît avant tout dans le métier. Oui. Du coup, vous avez fait une des filières ou pas ? Je ne sais pas à l'époque si c'était officine. Alors, on me pose souvent la question et je ne sais pas, je dois avoir une amnésie parce que je me souviens rarement de la filière véritablement, mais pour moi, j'ai fait la filière à l'époque. Je n'ai pas mémoire d'une filière industrie, mais j'ai forcément fait une filière industrie avec à l'époque ce qu'on appelait les MSBM, les maîtrises de sciences biologiques et médicales, qui permettaient d'accéder au DEA puis au doctorat. Oui. Et vous avez exercé un peu en labo ou pas du tout ? En labo de quoi ? D'analyse ? C'était de la biologie ? Non, moi c'était de la chimie, donc j'ai fait mon doctorat avec une thèse expérimentale en labo de recherche. Et ensuite, j'ai par ailleurs, pour terminer sur mon parcours, je suis donc professeur d'université chimie thérapeutique ici. Je suis par ailleurs co-responsable du laboratoire de contrôle du CHU de Montpellier. Même si je n'ai pas fait l'internat, j'ai, par des activités de vacation, eu la reconnaissance de l'exercice et je fais du contrôle qualité, du médicament, des eaux de dialyse, etc. Donc avec une petite équipe au CHU de Montpellier. Ah oui, donc vous exercez du coup en même temps ? J'ai une petite activité hospitalière aussi, oui. Ok. Et pourquoi vous avez choisi d'être pharmacien ? Je crois qu'il ne faudrait mieux pas que je le dise, mais je vais le dire quand même, ça va faire sourire. J'étais promis et accepté à la sortie du bac à l'INSA de Lyon à l'époque. Et je vais le dire sur le ton de l'humour, mais je crois que je n'étais pas prêt à quitter mes parents à l'époque, comme tous les garçons de cet âge-là peut-être à l'époque. Et en fait, en téléphonant le lendemain du bac à un ami, un copain qui m'a dit, en lui demandant ce qu'il faisait, il m'a dit « Ouais, je fais pharma, ça a l'air cool, etc. » J'ai ouvert le livre, j'ai regardé les disciplines et bon, au grand désespoir de mes parents, je suis parti en pharmacie. Après, il n'y a pas de hasard, je pense. C'est pas une vocation, mais ça répondait pleinement à qui j'étais à l'époque. Et pour preuve, j'ai réussi la première année de concours et je me suis éclaté dans mes études. Ouais. Donc c'est les études qui vous ont fait rester après en pharma ? Oui, les études me font rester. De fait, j'étais engagé dans la pharmacie, donc j'ai jamais envisagé d'aller ailleurs qu'en pharmacie. J'y étais bien. Ça s'est très bien passé pour moi dans une petite fac en plus assez familiale. Et puis derrière, comme je le dis à tous mes étudiants, le cheminement dans les filières, il se fait au travers des stages et des rencontres au travers de ces stages. Et je reste convaincu qu'il faut développer
ces moments de stage, au-delà même de ceux qu'on propose dans les études, pour faire des rencontres. Et moi, ça a été ça, un stage d'initiation à la recherche. Je rencontre quelqu'un avec qui je m'entends super bien, qui me propose un stage de master. Et puis j'en suis arrivé au doctorat comme ça, assez naturellement. Oui. C'est vrai, je pense que c'est très très important de rencontrer des personnes qui sont passionnées. Enfin, en général, c'est ça qui nous transmet, enfin qui nous met une graine en fait, qui plante une graine. Je pense que les rencontres sont très importantes, au-delà même des études, parfois qu'on trouve trop théoriques, certes, mais vraiment privilégier les rencontres. Oui. Ça peut même être une rencontre avec un prof. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Et vous êtes doyen depuis quand ? Alors moi, je suis doyen à Montpellier depuis juin 2019, exactement. Donc ça fait un peu plus de 3 ans. D'accord. Ah oui, vous avez eu le Covid. Vous avez... Alors moi, j'ai eu une formation accélérée au poste de doyen. Ça a été rude pendant 2 ans. Et là, ça commence à être, en plein régime, mais à une vitesse, on va dire, de croisière intéressante pour commencer à faire des choses un peu plus prospectives et prometteuses. Et pourquoi vous avez choisi de prendre ces fonctions ? Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment un choix, j'ai l'impression que qu'on vous désigne plus que... Alors non, on ne nous désigne pas, non, on est candidat. J'étais absolument pas prédestiné à cette fonction-là. Il s'est trouvé que, à l'issue du mandat de Madame Vian, la doyenne précédente, la question s'est posée. Je dirais que, ce serait mentir que de dire que j'y pensais pas, parce qu'on y pense toujours un petit peu. Il est clair que j'avais beaucoup d'idées pour mettre en place des choses d'un point de vue pédagogique d'ailleurs. Donc le Covid a un peu ralenti les choses, mais on essaie de lancer activement les choses. Et puis aussi, j'avais été poussé quand même par certains collègues à me présenter parce que, voilà, j'imagine que ma personnalité faisait que ça réunissait un certain nombre de critères pour certains collègues. D'accord. Et est-ce que la fac de Montpellier a des particularités comparées aux autres facs ou... Alors, est-ce qu'elle a des particularités ? Je réfléchis. Déjà, une première particularité, c'est que nous ne sommes pas un UFR santé. Notre président de l'université n'a pas souhaité aller dans cette direction-là. Je ne sais pas si je le remercie ou non, mais en tout cas, vu certaines expériences, je pense qu'il faut que ce soit fait intelligemment, pour que ce soit bien fait, et pour que les facs de pharmacie puissent continuer à vivre. Après, la particularité, si vous allez visiter le campus, nous sommes un campus à part entière. Et en fait, le campus pharmacie, c'est 6 hectares avec, alors je n'ai pas le calcul en tête, mais au moins 15 000 mètres carrés de bâtiments qui accueillent certes des formations, dont le diplôme de pharmacie, mais des masters, des licences professionnelles, des diplômes d'état d'audioprothésiste, le DUST préparateur en pharmacie, le fameux nouveau, et puis beaucoup de formations en apprentissage. Et je vais dire que notre particularité, mais c'est Covid qui l'a déclenché, les appels d'offres, c'est qu'on a déployé depuis 2 ans de nombreux espaces de pédagogie innovante, des learning labs, des salles aménagées pour le bien-être des étudiants. Donc on est vraiment dans une dynamique de refonte du campus qui s'opère en plus en simultané avec un début de restructuration immobilière profonde qui va avoir lieu pendant les 4 prochaines années. Ah oui, il va y avoir des travaux dans la fac ? On ne va pas casser les murs, mais on va refaire 80% du campus. Là, on a une enveloppe budgétaire d'à peu près 25 millions d'euros pour refaire une partie de la fac. Oui. Vous n'êtes pas UFR, mais j'ai remarqué que la grande majorité des facs sont des UFR de santé. Donc alors, l'état des lieux, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a une majorité d'UFR santé, mais en tout cas, il y en a pour lesquels, en discutant avec mes homologues, pour qui ça se passe plutôt bien, puis d'autres qui se sentent un peu invisibles. Et ça rejoint le problème de ce recrutement qu'on évoquait en introduction, c'est que je pense que la pharmacie a besoin de visibilité et qu'on arrête de hiérarchiser les études de santé pour les rendre autonomes, indépendantes. Et ça n'empêche pas, pour moi, en aucune manière, de faire travailler ensemble les futurs professionnels de santé pendant leurs études, mais encore une fois, ce n'est pas en première année qu'ils vont travailler ensemble, ils sont les uns contre les autres. C'est en 2e, 3e, 4e année qu'on peut les mettre ensemble et commencer à les faire travailler ensemble. C'est vrai que c'est déjà pas, maintenant que vous le dites, c'est déjà pas un très bon esprit en fait de s'opposer les uns les autres alors qu'au final on est censé être une équipe quoi. Je crois que vous me le témoignez tout à l'heure en off, mais effectivement, si on voulait faire médecine et que finalement on n'a pas ce choix-là, on se retrouve toujours avec la sensation d'être passé à côté de quelque chose, parce qu'on vous a laissé la possibilité d'envisager tout.
et puis ça vous crée bon, je ne sais pas si c'est un complexe d'infériorité, j'espère pas, parce que je pense que ça ne doit pas être le cas, avec des étudiants qui ont réussi médecine et que vous regardez ad vitam aeternam comme étant des supérieurs ou des gens qui ont réussi là où vous avez échoué. Et ça, je pense que c'est un vrai problème à résoudre. Ouais, je suis d'accord, c'est un vrai problème et c'est aussi pour ça que j'ai démarré ce podcast. Mais après, moi, je suis une repentie parce que moi, je venais pour médecine aussi de base, je connaissais pas du tout pharma. Et au final, moi, j'ai pas du tout, ce complexe, pour moi, c'est le meilleur métier, en tout cas, c'est celui qui me convient le plus. Donc, il y a d'autres personnes comme moi, mais c'est vrai qu'on n'est pas la majorité et qu'il y a un vrai problème comme ça de complexe d'infériorité. Il y a même un tabou autour de ça, donc c'est pour ça que moi, il faut qu'on en parle, quoi. Il faut délier un peu les langues là-dessus et il faut valoriser notre métier parce que pour moi, c'est un métier qui est exceptionnel. Il y a tellement de possibilités dans la pharma, c'est impossible de ne pas trouver sa voie, quoi. Tellement il y en a pour tous les goûts, tous les caractères d'étudiants et de personnalités. Donc je pense que ne pas trouver sa voie en pharmacie, c'est de la mauvaise foi. C'est vraiment, alors sauf à s'engager dans des études dont on sait pertinemment qu'on ne sera pas à faire vraiment du soin. On peut faire du soin primaire en officine ailleurs, mais si on veut vraiment faire du soin, toucher des malades en permanence, c'est clair que ce n'est pas la pharmacie qu'il faut faire, mais ça, il faut le savoir d'entrée et il ne faut pas l'espérer des métiers de la pharmacie. C'est pour ça que ce que vous faites est pertinent. Et ce que font beaucoup d'UFR Pharmacie, c'est d'aller discuter, présenter aux lycéens, et maintenant on parle même aux collégiens, pour qu'ils aient entendu parler de la pharmacie, qui voient ce que c'est que cette croix verte, et qui voient qu'en fait, derrière cette croix verte, il y a une multitude de métiers autres que le pharmacien d'officine. Encore que quand même, à l'officine, on est très proche du patient, c'est juste que c'est différent. Enfin, ça, c'est pas de la médecine, quoi. Comme vous dites, il faut être clair là-dessus. C'est pas du soin, je ne pense pas qu'on sauve des vies comme certains médecins peuvent le faire. Alors, parfois on peut être le point de départ de la prise en charge du patient. Et d'ailleurs, le métier de pharmacien, vous êtes officinal, je crois, évolue très très rapidement. Et c'est en ça que le métier devient de plus en plus intéressant. Il va falloir que ça suive en termes de reconnaissance et de rémunération à l'acte. Mais clairement, le pharmacien d'officine, on lui demande, il y a des expérimentations, je crois, dans le nord de la France actuellement, on lui demande d'être le premier interlocuteur pour finalement faire le tri. Est-ce que ce patient-là est un patient qui nécessite une prise en charge par le pharmacien, et ça ira très bien, cas d'une cystite par exemple, ou est-ce qu'il nécessite d'aller vers un médecin à tout prix parce qu'on estime que c'est un cas un peu plus difficile et qui nécessite une consultation. Les médecins ne sont pas tous d'accord avec ça, bien sûr, je le conçois, mais c'est quand même ce vers quoi on tend pour faire face aussi à la pénurie des professionnels de santé, et en particulier l'accès aux médecins. On est là, le point d'entrée, quoi. Pour moi, on est vraiment une clé de voûte dans le système de soins. On est le professionnel de santé, je pense, le plus accessible. Ça, c'est sûr. Immédiatement. On va dans une pharmacie, on a accès à un professionnel de santé. Voilà. Et donc, oui. Et pour la rémunération à l'acte, moi je pense que là, notre système, il est plus soutenable. On le voit avec le déficit de la Sécu, 38 milliards, je crois, en 2022. Là, l'article 30, comme vous en parliez tout à l'heure, qui voulait proposer des appels d'offres, on voit que là, on est en train d'essayer de chercher à faire des économies sur la santé. Nous, à l'inverse, les pharmaciens, ils sont rémunérés encore à la boîte, quoi. Donc, les marges font que baisser. Donc, on voit qu'on arrive et les salaires font qu'augmenter en plus. Donc, moi, je pense que l'avenir, c'est ça, c'est la rémunération à l'acte, mais je ne sais pas si on est prêt encore pour ça. Je pense que le modèle économique n'est pas mûr, puisque effectivement, aujourd'hui, quand on regarde les entretiens pharmaceutiques qui sont possibles dans les pharmacies, très peu de pharmacies se sont engagées pleinement là-dedans, parce que la rémunération n'est pas à la hauteur. Pendant que vous faites un entretien pharmaceutique, il va vous prendre au moins une demi-heure, pour voir plus. Vous allez toucher, je n'ai plus le montant, mais au moins de 100 € peut-être. Ouais, je crois que c'est ça. Vous allez, pendant ce temps-là, manquer, entre guillemets, en tant que pharmacien, peut-être 5 ordonnances à 10 lignes qui, de fait, vont vous rapporter plus. Donc, certes, on est professionnel de santé, mais à un moment donné, on est aussi là pour faire rentrer l'argent dans l'officine, parce que le commerce et ce type de commerce, même si ce sont des patients face à nous, nécessite de rentabiliser l'entreprise. Parce que c'est une entreprise qui doit être viable et qui se vend cher et qu'il faut... Donc, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais il y a des étudiants quand même qui sont inquiets quand je fais mes interventions, justement. Ils me disent est-ce que tu penses que pharmacien c'est un métier qui a de l'avenir parce que, à cause de toutes ces problématiques. Mais moi je préfère rester positive. Je me dis qu'il faut pas avoir il faut prendre les opportunités là où elles sont, et je pense que malgré tout, il y a quand même beaucoup d'opportunités.
dans notre métier. En fait, je pense aussi que c'est à nous de prendre la place qu'on veut prendre aussi. Là, on est à un moment, je pense, où c'est à nous de démontrer, on a su démontrer déjà pendant le Covid qu'on était à la hauteur. On est clairement dans un moment charnière. Covid a révélé que la pharmacie et le pharmacien, notamment d'officine, mais pas que, les biologistes aussi, jouaient un rôle central pour faire face à ce type de pandémie, de crise sanitaire. Donc clairement, le pharmacien, et je crois sincèrement que le gouvernement actuel mise aussi sur le pharmacien, même si on en parle un peu moins, pour résoudre les problématiques territoriaux de manque d'accès aux professionnels de santé. Et vraiment, le pharmacien comme tête de pont du système de santé pour l'entrée dans la prise en charge du patient, au-delà des urgences, bien sûr, je pense qu'on y va. J'espère. J'ai l'impression aussi qu'on y va. Donc moi, je pense que là, on est vraiment... le secteur est bouillant, c'est passionnant, il y a beaucoup de choses à faire. Et selon vous, je sais que vous mettez beaucoup d'actions en place pour ça sur Montpellier, sur la fac de Montpellier, mais comment augmenter la visibilité justement de notre métier auprès du public ? Alors, on n'a pas la solution, mais effectivement, tout comme vous le faites également, les facultés de France, pour la grande majorité, ont déjà des actions de communication avec des enseignants qui sont parfois à titre bénévole, avec les centres, ce qu'on appelle les SIOIP des universités qui sont présents dans tous les salons. Nous avons beaucoup d'étudiants avec lesquels nous allons dans les salons, dans les lycées. À Montpellier, nous allons dans quasiment, pas tous, mais une grande majorité des lycées de l'Occitanie-Est avec nos étudiants pour aller à la rencontre des lycéens. Alors, on n'est pas capable de savoir si ça porte ses fruits parce qu'on a eu cette réforme qui nous est arrivée dessus et qui témoigne du fait que, j'espère, de façon conjoncturelle, elle nous génère un sous-recrutement. Je ne pense pas que ce soit un problème lié à notre communication, mais je pense qu'il faut renforcer la communication auprès des lycéens. Ça, c'est sûr et certain. En accord et avec une participation active, on le souhaite, en tout cas la conférence des doyens le souhaite, du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Madame Karine Wolf est venue nous en parler, on a essayé de la sensibiliser à cela. Là, il y a une commission jeune d'ailleurs qui a été créée, je trouve que c'est une très bonne chose. Tout à fait. Et puis le LEM au niveau industriel, et puis tous les syndicats de pharmaciens. Finalement, je pense que la profession doit pouvoir essayer de se structurer pour aller tous dans le même sens de ces actions de communication. Et puis après, je ne peux pas m'éviter que d'évoquer le fait qu'on a une réforme qui s'est mise en place depuis 2 ans, qui a fait beaucoup de vagues, qui en fait encore, qui a généré, alors je ne sais pas si c'est la réforme ou on n'a pas vraiment l'analyse détaillée de pourquoi et des causes de ce sous-recrutement, mais le fait est que nous avons à peu près 1100 places non pourvues en 2e année de pharmacie à l'échelle nationale, soit à peu près 30%. C'est absolument pas acceptable dans une situation où on est déjà en tension extrême sur les territoires en termes de pharmacie. Donc la conférence des doyens, je parle plutôt en son nom ici, est en train de rédiger, d'élaborer, de mûrir une proposition à destination des ministères de la Santé qui nous ont passé commande d'ailleurs et du ministère de l'Enseignement supérieur pour faire des propositions, non pas de réforme dans la réforme parce que notre ministre a justement dit qu'elle ne voulait pas de réforme dans la réforme, mais de modifications substantielles pour faire en sorte de résoudre ce problème de sous-recrutement et ce que je crois profondément être l'origine de tout ça, un arrêt de la hiérarchisation des filières de santé, que tous soient visibles, notamment sur Parcoursup, pour que l'étudiant, ou le lycéen plutôt, voit les filières à l'entrée. Ouais, comme c'était le cas avant en fait. C'est vrai que ces problèmes, ça fait sens de dire que c'est la hiérarchisation qui a généré ce problème. Mais si vous reprenez, pour l'avoir fait récemment, les discussions des parlementaires au moment de la création de la PACES, clairement, les discussions entre députés et puis même entre sénateurs, c'est de dire, voilà, d'accoler la pharmacie à côté des études médicales comprenant médecine, odontologie et maïotique. Clairement, il est écrit, j'ai le passage, que la pharmacie constituerait une autre possibilité pour les étudiants qui auraient échoué à médecine. Oh là là, mon Dieu, non. Donc ça a été dit dans les discussions. Donc clairement, depuis le début, cette union de la pharmacie, qui était, semble-t-il, une bonne solution, témoigne du fait que voilà, on a hiérarchisé et que les étudiants et les lycéens hiérarchisent, et c'est leur droit. Je pense que si on en sort, on améliorera la visibilité et l'attractivité de toutes les filières de santé. Et puis, ça ne coûte rien d'expérimenter, vu l'état actuel de la situation. C'est clair. Surtout, comme on le disait tout à l'heure, on est une équipe à la fin dans l'intérêt du patient.
Donc, oui. c'est voilà. En pareil. revanche, moi je crois beaucoup à l'interpro, enfin l'interprofessionnalisation entre les médecins, les pharmaciens, les infirmières, les kinés. Je veux dire, la création des MSP sur les territoires et des CPTS, c'est l'avenir. J'en discutais encore avec le directeur de l'ARS Occitanie il y a 15 jours. Je veux dire, la pharmacie ne peut qu'y aller. Il y a des beaux exemples déjà dans notre région là-dessus. Je pense que le système de santé français passe par cette interprofessionnalisation qui se travaille au milieu des études de pharmacie et pas en première année. L'interpro, c'est quand on est engagé dans les études et qu'on a matière à échanger dans l'interprofessionnalité. Quand on ne connaît rien aux médicaments en tant que pharmacien, à quoi ça sert d'aller discuter avec un médecin ou de faire des simulations? Moi, je crois beaucoup à la simulation et de mettre ensemble les étudiants dans des lieux où ils vont pouvoir simuler quelque chose. Ils le font, je ne sais plus quelle fac, mais dans une des facs, ils ont ça. Ils ont la salle de simulation officine, juste à côté, ils ont un cabinet médical et ils font des simulations comme ça. Je ne sais plus si c'est Lille ou pas, mais en tout cas, il y a des... Alors, c'est pas mon UFR, mais c'est vrai qu'il y a des facultés qui sont très en pointe là-dessus et qu'on regarde avec attention. Oui, j'avais trouvé ça super intéressant comme initiative, parce que c'est ça, ça met en jeu l'interprofessionnalité dès les études, et puis je pense que ça met un bon esprit, parce qu'en vrai, quand on est étudiant, on est très sensible, c'est là un peu que notre esprit de professionnel de santé se construit. Moi, je sais qu'il y a des valeurs que j'ai apprises pendant mes études, que j'ai gardées aujourd'hui, quoi. Oui, tout à fait. Moi, je pense que ça, c'est vraiment, je pense, un des piliers de l'avenir des professions de santé, cette interprofessionnalisation. Et moi, j'y crois dur comme fer. Bon, là, certaines facs, et on va y aller aussi à Montpellier, sont aussi en train, dans leur stage de 6e année officine, d'essayer de faire passer quelques jours de l'étudiant en pharmacie de 6e année officinale dans un cabinet de médecine générale à côté de là où il fait son stage, et réciproquement que l'étudiant en médecine générale vienne passer 2-3 jours à la pharmacie pour voir ce que c'est. Juste pour être immergé et se dire, ok, bon, d'accord, le métier de pharmacien c'est ça, médecine générale, bon, on voit à peu près, mais concrètement c'est quoi? Merci beaucoup, Monsieur Doyen, pour cette interview. Et merci à vous. Avant de finir, est-ce que vous auriez un conseil ou une inspiration positive à nous partager? En lien avec les études, la pharmacie peut-être Ce qui vous vient. Moi, je m'adresse aux futurs étudiants, aux étudiants ou aux lycéens qui regarderont, qui écouteront cette vidéo. Je crois qu'il faut être engagé dans tout ce qu'on fait. Alors, on peut effectivement regretter ses choix, mais je pense que l'important, c'est de préparer c'est difficile au lycée de préparer, mais il faut être positif, et il faut croire en soi, et il faut se donner les moyens, et il faut s'engager. Si vous ne vous engagez pas dans la vie, vous ne ferez pas un bon professionnel de quoi que ce soit, ni de santé, ni d'autre chose. Donc, soyez engagés, soyez positifs, tout simplement. Et puis, je terminerai aussi par quelque chose d'important, soyez éthique demain dans vos activités professionnelles, et en particulier dans le domaine de la santé. Merci beaucoup. Très bien, merci.